à tous. Donc, je suis Karine Larocco de l'ANSES de Maisons-Alfort, Patrick Hogan qui est l'étudiant Master 2 qui a travaillé avec nous sur ce projet et Véronica Risco-Castillo qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. Elle avait des enseignements... Véronica qui s'excuse de ne pas être avec nous, elle avait des enseignements aujourd'hui. Donc je vais vous présenter notre projet qui s'intitulait Interaction champignons-bactéries, Trichosporum acai, un potentiel partenaire de virulence pour la prolifération de Chlamydia gallinacea. Donc un bref rappel sur ce que sont les chlamydia, je vous l'avais présenté au mois de septembre dernier. Ce sont des petites bactéries parasites intracellulaires obligatoires dotées d'un tout petit génome. Et elles se comportent un peu comme des virus, à savoir qu'elles ont besoin de pénétrer dans les cellules pour se multiplier. Donc elles existent sous deux formes. La bactérie s'attache sur la cellule, elle va rentrer, former une inclusion, se multiplier. Il y aura lisse de la cellule et la bactérie pourra réinitier un nouveau cycle. Et ce qui va, l'élément dont je vais parler beaucoup aujourd'hui, c'est la formation d'une inclusion et c'est ce qu'on visualise avec nos techniques d'immunofluorescence. Alors, pour ces chlamydia, comme il lui faut des cellules, eh bien, soit on passe sur des œufs embryonnés, comme la culture des vaccins pour la grippe par exemple, ou soit sur des lignées cellulaires. Alors les chlamydia, voici un petit peu la taxonomie. Celle qui est la plus connue, c'est chlamydia du grand public, c'est Chlamydia trachomatis, qui est dans le top 5 des infections sexuellement transmissibles. Nous, à l'ANSES, on s'intéresse aux chlamydia d'intérêt vétérinaire. Et notamment, aujourd'hui, on va parler de Chlamydia gallinacea, qui est une nouvelle espèce que nous avons décrite au laboratoire. C'est une espèce qui est endémique chez le poulet. Partout où on l'a cherché, on l'a trouvée sur les différents continents. Chez le poulet, elle ne semble pas avoir d'impact particulier, mais ça reste à démontrer. Et on se pose la question de son éventuel pouvoir zoonotique, avec la mise en évidence récente d'éleveurs de volailles en Italie qui étaient positifs vis-à-vis de cette bactérie. Alors notre objectif vis-à-vis de cette espèce, c'est d'étudier finement ces souches. Et pour les étudier finement, on a besoin de séquencer leur génome. Notre problème, c'est que Chlamydia gallinacea, on n'arrive pas bien à la cultiver sur des lignées cellulaires. Par exemple, vous avez une image montrant ce que l'on a classiquement avec la majorité des espèces de chlamydia, à savoir les inclusions qui se représentent sous la forme de petits croissants dans les cellules. Je vous ai fait un zoom. Et pour Chlamydia gallinacea, on n'arrive pas à avoir ces inclusions bien formées. Et ce qui se passe, c'est qu'au fil des passages, on perd les souches. Et pour pouvoir donc, les étudier, il faut les séquencer. Et pour les séquencer, il faut pouvoir les cultiver sur des lignées cellulaires et pas sur les œufs, parce que sinon, on n'arrive pas bien à les purifier et on séquence plus le génome du poulet que notre chlamydia. Donc, notre question, c'est comment cultiver cette espèce. Il y a eu des travaux menés antérieurement au laboratoire où une étudiante en co-tutelle provenant du Mexique avait travaillé sur un protocole d'optimisation que je ne vais pas détailler, qu'elle avait appliqué à des prélèvements issus de différents élevages de poulets. Ça ne s'était pas révélé très concluant, sauf pour un échantillon, celui-ci, où là, contrairement aux autres, où on n'avait pas ces belles inclusions bien formées, pour cet échantillon, on avait des chlamydia bien présentes, mais aussi la présence d'une levure dans le milieu de culture. Donc on s'est posé, c'était assez particulier, on a une souche de Chlamydia gallinacea qui pousse bien, qui se propage bien, et une levure qui était résistante, parce qu'on traite nos échantillons pour éviter justement d'avoir ce type de désagrément, qui était aussi présente dans cette culture. Donc soit on avait une souche atypique de Chlamydia gallinacea qui mystérieusement se mettait à bien se multiplier sur cellules, ou soit on avait un rôle de cette levure dans la prolifération de nos chlamydia. Donc c'est dans le cadre de cette question, de ce projet que nous avons déposé un projet d'amorçage auprès de l'UPE et pour laquelle Patrick Hogan nous a rejoints. L'idée était de caractériser finement cette levure et d'étudier son rôle dans la prolifération de cette souche atypique. Donc pour la caractériser, nous sommes partis de notre culture stock. Donc en fait là c'est notre chlamydia cultivé en présence de la levure, que nous avons ensemencé sur gélose, parce que la levure se développe bien sur gélose, et on a cherché à savoir quelle était son identité en faisant du MALDI-TOF et en interrogeant les bases de données. On a cherché à savoir quelles étaient les molécules actives sur cette levure pour s'en débarrasser autant que possible.
et aussi développer une PCR afin de la détecter le plus facilement possible. Donc, on a bien confirmé qu'il s'agissait de Trichosporum acai, qui est une levure naturellement présente dans le microbiote intestinal des poulets. On a confirmé que cette levure était résistante à l'amphotéricine B, mais par contre, elle était sensible aux azolés, et notamment à l'itraconazole. Donc, on a choisi dans le reste de l'étude d'utiliser cette molécule, et on a développé également une PCR en temps réel pour la détecter le plus rapidement possible. Donc, au final, on a une levure qui est sensible à l'itraconazole. Donc, on a voulu étudier le rôle de cette levure dans la prolifération de cette souche. Donc, dans un premier temps, on a voulu recultiver cette souche. Donc, on est reparti de notre culture stock. Cette fois-ci, on a inoculé de nouvelles cellules que l'on a incubées pendant 48 heures à 37 degrés et on a fait un marquage des inclusions. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est que les inclusions sont jolies, sont nombreuses. Et par contre, quand on regarde, il y a aussi énormément de levures. Donc, comment arriver à éliminer cette levure? Donc, on a fait un traitement avec l'itraconazole en concentration croissante de 1 à 10 fois la dose. Et on a fait un marquage au bout de 48 heures. On regardait à la fois nos inclusions et on a regardé l'impact sur la prolifération de la levure. Donc, nous avons une concentration croissante de levure dans nos différentes conditions de culture. On a pu voir que ça avait un impact sur la baisse du nombre de levures, mais également cela avait un impact sur le nombre d'inclusions que l'on observait de nos chlamydia. Donc, comme l'objectif du projet est de cultiver Chlamydia gallinaceae, on a choisi de travailler avec ces deux concentrations, à 0,5 microgrammes par ml d'itraconazole ou 1 microgramme par ml, et on a voulu voir ce que ça donnait en fonction de avec des différents passages. Donc, le premier passage, nous avions des inclusions, le deuxième également, on maintient la prolifération des chlamydia, mais par contre, on n'arrive pas complètement à éliminer la levure malgré le maintien de la pression antifongique. Donc, on s'est dit, si on n'arrive pas à l'éliminer avec l'itraconazole, on va essayer de la filtrer. C'était comme la levure est beaucoup plus grosse que nos chlamydia. On est reparti de notre solution stock, on a filtré. Et ensuite, on a réincubé ce filtrat, soit avec du milieu seul, soit avec de la levure, en restaurant la levure dans notre échantillon, avec toujours la même chose, inoculation de cellules, marquage immunofluorescence, dénombrement des levures. Donc là, c'est notre contrôle, la solution non filtrée à partir de laquelle nous sommes partis. Premier passage, il y a des inclusions. Deuxième passage, il y a la levure dans cette condition. Donc on voit bien qu'on maintient la prolifération de nos chlamydia. Là, ça fait apparaître les deux. Dans la condition, la suspension est filtrée, il n'y a plus de levure et on incube avec du milieu seul. On voit que le premier passage, il y a quelques inclusions dans le champ, mais que l'on perd complètement les inclusions au cours du deuxième passage. Par contre, quand on co-incube avec la levure, même si les inclusions sont faibles au premier passage, on voit qu'on augmente le nombre d'inclusions. Donc, ce qui sous-entend que la levure ou ses métabolites sont nécessaires à la culture de Chlamydia gallinaceae. Donc, s'agit-il de la levure ou de ses métabolites? Dans un premier temps, on a voulu faire un stock de la bactérie, en quelque sorte nettoyée de la levure avec un passage sur œuf, c'est-à-dire qu'on est reparti de notre solution stock, on enlève la levure, on inocule des œufs embryonnés, œufs embryonnés qui ne meurent pas suite à l'inoculation avec cette chlamydia. Néanmoins, on constate que notre échantillon est riche en chlamydia. On le mesure par PCR et il y avait la levure n'était pas présente vu qu'on l'avait filtrée. Et cette souche, à partir de ce broyat, qui est riche en chlamydia, on a fait plusieurs options. Soit on a réinoculé des cellules en mettant du milieu seul, en rajoutant de la levure, en rajoutant les métabolites produits par la levure, mais à partir de où on a filtré et on a enlevé la levure, ou en ajoutant un extrait commercial de levure, cette fois-ci de Saccharomyces cerevisiae. Et là encore, on a inoculé des cellules, fait un marquage par immunofluorescence. Donc, à partir de nos chlamydia cultivés sur membrane vitelline et inoculés sur cellules
avec du milieu seul, on n'a que quelques petites inclusions, qui vont dans le sens qu'on perd la culture de nos chlamydia si on n'ajoute pas quelque chose. Si on rajoute la levure, on voit qu'on restaure la prolifération de nos chlamydia de façon où j'ai mis 2+. Si on met les métabolites produits par la levure sans la levure, on a des inclusions plus nombreuses que dans le contrôle, mais un peu moins que si on ajoute la levure. Par contre, si on ajoute un extrait de levure, là on voit qu'on a vraiment de très nombreuses et très belles inclusions. Donc la complémentation, que ce soit des métabolites produits par la levure ou un extrait de levure commercial, suffit pour favoriser la propagation de notre bactérie in vitro. Donc en conclusion, on a confirmé qu'il s'agissait de Trichosporum acai, une levure pléiomorphe qui est abondante dans le microbiote du poulet. Elle est naturellement résistante à l'amphotéricine B et elle est sensible aux azolés, dont l'itraconazole que nous avons étudié. On a vu qu'on n'avait pas réussi complètement à éliminer la levure sous pression de l'itraconazole. Probablement que cette levure, elle fait des biofilms et empêche, c'est une forme de résistance dans le temps. Donc on ne peut pas éliminer complètement la levure par le biais de cette molécule. On a développé une nouvelle PCR en temps réel qui n'était pas décrite dans la littérature. L'élimination de la levure a conduit à la disparition des inclusions, donc on ne sait pas comment la levure pourrait aider à la prolifération. Donc c'est soit la levure, elle a une action directe sur nos chlamydia en activant la bactérie ou en l'aidant à pénétrer dans la cellule, soit en altérant par exemple la membrane de la cellule. Ou l'autre option, ça serait une action indirecte par le biais de sucres qui sont sécrétés, de vitamines ou de lipides. Comme nous, on en a vu que la présence de la levure n'était pas indispensable, on voit que les extraits suffisent pour la prolifération. Alors on sait que les extraits de levure sont riches en vitamines, en acides aminés, en peptides, en glucides essentiels. Il y a une autre piste qui a été abordée dans le cadre de ce Master 2, c'est qu'éventuellement une phospholipase B sécrétée par la levure pourrait aussi aider à favoriser la propagation de notre chlamydia. Donc c'est des pistes à creuser. Et si on a un milieu de culture optimisé, pour nous, ça va être la possibilité de pouvoir les cultiver et d'avoir accès à leur génome pour appréhender la diversité de cette espèce qui est quand même mal connue. Une question que l'on se pose, c'est on sait que les chlamydia ont réduit la taille de leur génome en lien avec le microbiote dans lequel elles évoluent. Donc il est possible qu'il y ait des voies métaboliques qui manquent spécifiquement pour cette espèce de chlamydia. Si on arrive à mettre la main sur les voies métaboliques, on pourra voir pour compenser et complémenter les milieux de culture et mieux les étudier, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles espèces de chlamydia qui sont présentes dans différentes espèces animales et il faut qu'on arrive à les cultiver pour mieux les étudier. Et aussi nécessiter, tout ce projet illustre le fait qu'il faut qu'on étudie plus finement les interactions entre nos pathogènes et le microbiote dans lequel elles évoluent. Donc cette réflexion, elle est faite pour l'instant pour Chlamydia gallinacea, mais il y a d'autres espèces de chlamydia. On sait que chez les porcs, il y a Chlamydia suisse qui est très prévalente avec des bactéries qui hébergent des gènes de résistance à la tétracycline qui constituent un risque aussi pour les personnes qui travaillent au contact des porcs, soit dans les élevages ou dans les abattoirs. Donc c'est vraiment des pistes qui vont nous permettre de mieux cultiver probablement ces nouvelles espèces de chlamydia et mieux les connaître. Et aussi, ce n'est pas parce qu'une bactérie ne se cultive pas bien in vitro qu'elle est moins virulente. C'est vrai que c'était un peu un raccourci qu'on aurait pu faire. C'est probablement parce que les milieux de culture ne sont pas adaptés à leur prolifération in vitro. Donc ce partenariat a mis en contact deux équipes qui travaillaient, parce que le monde des chlamydia et le monde des levures est un monde différent. Donc c'est une collaboration qui nous a permis de mélanger les deux milieux. Et en perspective, on est en train de déposer un projet qui va impliquer ces travaux d'optimisation de culture des chlamydia. Et on est à la 10e phase de sélection et on recherche d'autres opportunités pour poursuivre ce travail. Voilà.